Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mercredi 21 mai. Au sommaire ce soir, la stupeur et l'onde de choc à Taunoa après le décès d'une fillette de 7 ans qui avait été placée en famille d'accueil. Son corps très abîmé avait été emmené hier soir à la clinique. Coup délibéré ou négligence, une enquête est en cours. Témoignages et réactions au début de ce journal. Le Tabini durcit le ton et menace l'État d'un recours en justice. Annonce faite lors du comité spécial de décolonisation de l'ONU actuellement au Timor oriental. Comité lors duquel le gouvernement indépendantiste a dénoncé les lenteurs dans le processus d'autodétermination. Et puis cet événement sportif au succès grandissant, le Tawati Ferry Swimrun a lieu ce dimanche à Moorea, une 5e édition et une participation record. 400 athlètes sont attendus. Des nouveautés sont aussi annoncées. On en parle en détail avec notre invité Jérôme Chapelier, membre de la MOS Team, organisatrice de l'événement. Il est parmi nous ce soir. Une fillette de 7 ans a donc perdu la vie hier soir alors qu'elle avait été placée en famille d'accueil. Selon un témoin, c'est un corps très abîmé qui a été retrouvé et emmené à la clinique Paofei. Pour l'heure, on ne sait pas quelle est, selon la procureure, on ne peut pas déterminer, les causes de l'accident. La fillette est-elle décédée à la suite de coups délibérés ou par négligence? On ne peut pas le dire encore. C'est en tout cas une onde de choc dans le quartier de Taunoa où se sont rendus Thomas Chabrol et Yann Roy. Que s'est-il passé hier soir pour qu'une enfant de 7 ans perde la vie? Dans cette servitude, un quartier familial de Taunoa, le drame suscite l'émoi. Dans cette maison, un couple, famille d'accueil, héberge des enfants depuis plusieurs années. Cette habitante du quartier est proche de la famille et stupéfaite, c'est l'incompréhension. Maintenant, je savais qu'ils avaient 3 enfants en garde. On ne connaît jamais assez les gens, hein, je ne sais pas moi. Il n'a pas du tout la corpulence de quelqu'un qui maltraite les enfants. D'ailleurs, j'étais toujours admiratif en disant, dis donc, bravo, vous avez fait une bonne action en recueillant ces enfants. La jeune victime était scolarisée mais n'avait plus été vue en classe depuis quelque temps. La cause de la mort n'a pu être déterminée. L'autopsie devrait permettre de s'orienter vers un meurtre ou des violences ayant entraîné la mort ou encore de graves négligences. Le couple a été placé en garde à vue. La nuit dernière, les voisins ont entendu longtemps les chiens aboyer. Peut-être vers 10h, aboyer. Je dis, c'est pas normal, il n'y a personne ou quoi? Ce matin, la police scientifique a investi les lieux pour plusieurs heures de constatation et de relevé d'indices. Les 2 autres enfants placés dans cette famille d'accueil lui ont aussitôt été retirés. Et la fillette présentait également des signes apparents de manque de nourriture et d'hygiène. Elle pourrait avoir souffert d'importants défauts de soins. Les conclusions du médecin légiste permettront de lever le voile sur ce drame. Une mère, son fils et sa belle-fille ont dû être hospitalisés ce week-end après une contamination au salmonelle. Des investigations sont en cours pour tenter de définir la cause de la contamination, confirme le bureau de veille sanitaire de la direction de la santé. La colère gronde à Mahaena parmi les habitants de Whaiti-Ropu, un quartier isolé où un pont avait été construit l'an passé pour permettre un passage aux piétons et aux cyclistes. Ce matin, le maire de la commune s'est rendu sur place pour finaliser le projet d'un pont pour les véhicules, mais il a suscité la colère de certains riverains. Pourquoi? On voit cela dans ce reportage de Matai Horei, commentaire de Samtei Naori. Je vous préviens déjà, votre pont, vous commencez de là-bas. Vous cherchez une solution pour votre pont. Pas ici. Je ne veux pas. Cette habitante de Whaiti refuse l'aménagement envisagé par la mairie pour accueillir le projet de pont entre son quartier et celui de Whaiti-Ropu. Le bureau d'études sollicité par la mairie préconise le rehaussement de la chaussée pour renforcer l'assise du futur pont. Cela va accentuer le niveau de l'eau dans le quartier lors d'averses. Nous ramassons aussi les déchets qui viennent du fond. Et même aussi, avec les moustiques qu'il y a la dingue qui traîne en ce moment. Oui. Et c'est qui ramasse? Oui. C'est nous.
Après quelques minutes de discussion avec les habitants des deux rives, une solution consensuelle a été trouvée. Oui, ça s'est arrangé, on a bien discuté, ils étaient de l'autre côté pour voir le passage du pont. Là, il va aller. Ça va se faire ici le pont, comme ça, en diagonale. Le pont sera finalement en diagonale, donc un peu plus long que prévu. Le dossier devra donc être revu et adapté aux avis des habitants. On a besoin de ce dossier technique avant de lancer l'appel d'offres, avant de lancer le plan de financement de la reconstruction du pont. Donc il faut la partie technique, il faut aussi la partie politique. Bon, la partie politique, c'est nous. On fait tout pour réaliser ce pont. Au mois de juin, il y aura une rencontre entre nous, les habitants, plus le bureau d'études H2O. Estimé à l'origine à 135 millions, le projet de pont pourrait finalement coûter plus cher. La municipalité veut lancer l'appel d'offres le plus rapidement possible et demander le soutien financier du pays et de l'État. Si tout se passe convenablement, le chantier pourrait démarrer au début de l'année prochaine. Et c'est aussi la grogne du côté des représentants syndicaux de l'OPT, 10 mois après le dernier mouvement de grève qui s'était achevé par un protocole d'accord. Ces derniers demandent des comptes à la direction sur la non-application de certains points. Selon eux, des indemnités estimées à 300 millions de francs n'auraient toujours pas été versées aux milliers de salariés de l'OPT et de ses filiales. Mais une rencontre ce matin a permis d'ouvrir les discussions. Écoutez le leader syndical de la CSIP, Cyril Le Gaïc, il est au micro de Nicolas Pérez. Ils ne prennent pas en compte ce qui a été signé, ils ne prennent pas en compte ce qui est proposé, ils ne prennent pas en compte tout ça, ils font comme ils veulent. Il y a un retard sur le paiement des salaires, des primes de mars à septembre 2024. Tout ça, il y a beaucoup de retard. C'est pour ça aujourd'hui on est dans des difficultés et c'est pour ça la démonstration d'aujourd'hui, c'est uniquement un carton jaune. Le prochain, c'est le carton rouge. Un discours choc et pleinement assumé. Celui de la déléguée aux affaires internationales du gouvernement, Mareva Kitalon. Le chat s'est exprimé lors du comité spécial de décolonisation de l'ONU au Timor oriental. Elle dénonce, je cite, un colonialisme altérant les peuples. De son côté, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a annoncé sa volonté de déposer un recours en justice contre l'État. Les détails avec Nicolas Pérez. Devant le comité de décolonisation, Mareva Kitalong-Le-Chat a dénoncé avec force un système colonial qui déracine, qui perpétue la spirale de dépendance et qui nourrit un syndrome de Stockholm. Un discours choc pleinement assumé afin de dénoncer un processus qui avance trop lentement. C'est des termes qui résonnent puisque toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques d'une colonisation. Je suppose qu'en effet, ça résonne moins avec nos collègues autonomistes et du côté de l'État qui maintient sa position de déni finalement de notre inscription et balaye du revers de la main le droit international et les résolutions onusiennes par la même occasion. Mais en tout cas, dans les membres du C24, j'ai eu beaucoup de félicitations, ce qui était inhabituel. Donc le discours a atteint sa cible. En parallèle, le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a confirmé son intention de déposer dès vendredi un recours en justice contre l'État pour le contraindre à engager des négociations. De quoi faire grincer des dents du côté autonomiste. Comme on l'a toujours dit, c'est aux Polynésiens de choisir s'il doit y avoir un dialogue ou pas, si la décolonisation est un sujet ou pas. Or là, aujourd'hui, le président de l'Assemblée embarque l'ensemble des Polynésiens dans ce recours pour forcer la France justement à entamer un processus de décolonisation. La déléguée aux affaires internationales du gouvernement explique que le processus était clairement affiché dans le programme du Tavini lors des dernières élections territoriales. Le programme du Tavini pour les élections générales de 2023 était très clair et évoque noir sur blanc le processus de décolonisation. On n'y parle pas encore d'indépendance, on parle bien de l'indépendance à terme. Mais pour ça, il faut d'abord un processus de décolonisation. Les deux blocs politiques ont tous deux annoncé leur souhait d'inviter les instances de l'ONU en Polynésie. Des invitations qui seraient mal passées du côté de l'État.
L'ambassadrice de France a clairement fait savoir que la France s'opposait à ce qui est justement cette ingérence, on va dire, de l'ONU en Polynésie française, parce que pour l'heure, il n'y a aucun sujet de discussion prévu sur le dialogue de décolonisation. Reste à savoir si la pression politique relayée jusque dans les arènes internationales parviendra à faire bouger la position de l'État français. Et pendant ce temps, le gouvernement a tenu un conseil des ministres délocalisé hier à Rurutu. L'occasion pour son maire, Frédéric Rivetta, de présenter sa vision du futur de l'île et de faire le point sur les projets en cours. On les découvre dans ce reportage de Herihau Tiariki et Mereteato, commentaire signé Athéna Milcam. C'est le projet de la commune pour une unité de traitement des déchets verts. Ce chantier, estimé à 120 millions de francs, a pour finalité la production d'ensilage et de compost, avec à la clé une revente d'engrais organiques. La fin des travaux est prévue pour septembre. Parallèlement, les financements sont déjà actés pour l'acquisition d'une benne à ordures ménagères de 5 tonnes. Un autre projet concerne la mise en place d'un service d'assainissement non collectif, actuellement en phase d'étude. Mais ce n'est pas tout. Le Tavana souhaite également développer une filière de collecte et de traitement des matières de vidange. Un dossier déjà présenté aux autorités du pays et de l'État l'année dernière, mais repoussé faute de crédit. Il est de nouveau soumis cette année. Ce projet-là, il est important pour nous. C'est vraiment le dernier projet pour asseoir vraiment Rurutu sur toutes les communes dignes de ce nom-là. On a l'eau potable. On a la fibre qui est arrivée il y a 2 ans. Bientôt, on va avoir l'assainissement qui est exigé par l'État et le pays. D'autres projets à plus long terme sont également envisagés. Le remplacement des compteurs individuels ou encore la construction d'un chapiteau pour accueillir de grands événements. Mais le projet phare reste la création d'un pôle culturel et économique à proximité de l'aéroport. Il va y avoir l'artisanat, salle de réunion polyvalente, une pharmacie qui va être mise, cabinet privé dentaire ou docteur, et puis écomusée qui est là. Ce projet d'envergure nécessitera un emprunt, remboursé par les futurs revenus locatifs du site. Le Tavana espère pouvoir concrétiser cette vision lors d'un prochain mandat pour lequel il annonce officiellement sa candidature. Nous vous l'annoncions, il y a 3 semaines, le ticket de bus passera le 26 mai prochain à un tarif unique de 150 francs. Une révolution dans les transports en commun qui se modernise également. Ce matin, une nouvelle application a été présentée aux médias. Elle permettra de géolocaliser et de suivre les bus en temps réel, de payer et de valider ses tickets en ligne. Objectif, encourager davantage la population à utiliser les transports en commun. Écoutez les précisions de Xavier Changsao, le directeur de production du réseau. Il est interrogé par Thomas Chabrol et Jeanne Tinoloua. On a quand même regardé un peu les défauts de notre ancien système parce que depuis quand même 2022, nous cherchons à le faire évoluer. Et du coup, on a regardé comment ça se faisait un peu ailleurs. Et du coup, là, on fonctionne sur un système plus local où les données sont dans les machines. Alors qu'auparavant, quand tu scannais ta carte ou ton ticket, la machine questionnait le serveur qui est à Taravao. Du coup, il y avait un temps de latence, le temps que l'information revienne, que la carte est bonne ou pas bonne. On perdait quand même du temps. Plus de cela, nous allons lancer un nouveau site internet et une nouvelle application mobile qui permettra dorénavant d'acheter ses tickets en ligne via l'application et de monter à bord pour scanner son ticket tout simplement. D'ici 2026, un investissement supplémentaire de 18 bus devrait se faire. C'est devenu, au fil des ans, un événement très attendu dans le milieu sportif. Le Tawati Ferry Swimrun aura lieu ce dimanche à Moorea. La 5e édition accueille 400 participants, un record. Et pour être au meilleur de leur forme, certains se préparent avec les sessions de Lunchtime Swimming Experience Tahiti. Je vous laisse découvrir dans ce reportage de Liora Bounik, Heymanu Manutei et Nicolas Bonjean. On fait 20 popos, 3 pontons. Retour direct par la route. Ils étaient d'abord quelques passionnés à se retrouver le midi. Aujourd'hui, ils peuvent être plus de 80 à se rejoindre. Un groupe qui s'est constitué pour devenir le Lunchtime Swimming Experience Tahiti. Rendez-vous incontournable pour les amateurs de natation. Ce qui motive les gens, c'est en fait déjà de c'est gratuit tout ce qu'on fait ici. Il n'y a pas besoin d'inscription et tout. Et il n'y a pas de pression, c'est qu'entre amis, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent et selon le temps qu'ils ont. Et une super bonne ambiance aussi.
Un moment convivial pour se maintenir en forme, mais aussi pour se préparer à des compétitions comme la Tawati Swimrun. Une course très attendue qui nécessite une certaine préparation. La course, il y a deux circuits, il y a un circuit 19 km et un circuit 39. Et ça fait 6 mois qu'on s'entraîne et tous les dimanches, je donne des parcours différents qui vont de 10 km jusqu'à 20 km. C'est une de nos plus grandes compétitions à Moorea, le swimrun de Moorea. On s'entraîne pour ça, le swimrun c'est un truc tendance en ce moment. Et voilà, ça se voit que ça plaît aux gens parce qu'il y a de plus en plus de monde quand la compétition arrive. Cette 5e édition rassemblera 400 athlètes, dont 50 venus de l'étranger. Un bon moyen pour renforcer la visibilité de la discipline à l'international. Jérôme Chapelier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc membre de la Mose Team. C'est donc l'association qui organise le Tawati Ferry Swimrun. Il l'organise depuis 2019. Alors Jérôme, moi j'en ai vu beaucoup des événements sportifs, mais alors celui-ci il est vraiment spécial, on peut dire voire un peu fou, puisque pour commencer la compétition, les compétiteurs doivent sauter du Tawati Ferry, s'élancer à la nage dans la baie de Cook. C'est très impressionnant. Oui, tout à fait. C'est une des particularités de la course. Donc, on saute pour le départ du pont du Tawati Ferry, qui est ancré à cette occasion dans la baie de Popo. Alors, c'est un esprit très fun, le Tawati Ferry Swimrun. Sur le bateau, même cette année, il y aura également un DJ, il me semble, des fumigènes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Ça sera une surprise globalement, mais oui, on tient à ce que l'athlète qui s'inscrit sur le Tawati Ferry Swimrun reparte avec une expérience formidable donc dans la convivialité et justement dans la musique, l'ambiance. Donc on va voir ça dès dimanche. Une véritable expérience sur le bateau, mais également en mer et sur terre, dans les montagnes également magnifiques de Moorea. Il sera même possible, il me semble, de venir supporter les athlètes à bord du Tawati Ferry. Alors cette année, on l'a dit, il y a des nouveautés. Il y a 2 parcours. Donc habituellement c'est le XL et le S, mais le S a été donc supprimé, remplacé par le M. On va faire le point sur les 2 parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jérôme ? Donc, au fil des ans, il y a de plus en plus d'engouement pour cette course et cette discipline qui est très très jeune, puisque le swimrun, la discipline swimrun nous vient des pays nordiques et ça ne date que du début des années 2000. Donc c'est une discipline qui est toute jeune, qui remporte chaque année de plus en plus d'engouement auprès des sportifs. On a même des origines de sportifs complètement différentes qui évoluent au fil des ans. Il y a même des Norvégiens d'ailleurs. On a même réussi à avoir des Norvégiens cette année parmi les athlètes étrangers qu'on a réussi à faire venir sur notre étape. Donc des nouveautés cette année, oui. Le format S passe au format M. Une volonté aussi de toujours progresser et puis de faire monter le niveau des compétiteurs, puisque certains vont ensuite partir sur l'international, sur des courses internationales. Donc on a cette volonté aussi de continuer. Le parcours M, il se traduit comment concrètement ? Le parcours M, on a rajouté une portion de trail running, donc une portion de course à pied en trail, et également on a augmenté un petit peu les distances en natation. Donc 19 km, il me semble, au total pour le parcours M et le parcours XL. Le parcours XL a également évolué et on a rajouté une super portion de trail qui va passer par la montagne magique, un des lieux emblématiques de l'île. De Papetoaille. De Papetoaille, exactement. Donc on a toujours nos fameuses traversées de baies, les deux baies sur le parcours XL, une seule sur le parcours M, et il y a 12 sections de natation, 12 sections de course à pied sur le XL qui totalisent un peu plus de 39 km. Alors Jérôme, il y a également cette année une autre nouveauté, c'est qu'il y a une autre course, une 3e, une course solidaire. Qui nous tenait à cœur, effectivement. C'est une course solidaire, donc une course qui se veut une course découverte, donc pour capter un public différent, un public qui n'a pas forcément l'occasion de faire du sport et encore moins de participer à ce type d'événement. Donc les participants vont provenir de patients dialysés avec l'association Apurad, également d'enfants des quartiers défavorisés de notre île au travers de l'association Les Petits Princes, et on a également des résidents de l'ITEP, donc c'est un institut thérapeutique pour des patients
patients qui présentent des troubles du comportement ou des troubles de conduite. Donc on tient à continuer à nous engager dans ces voies. Alors cette année, on l'a dit Jérôme, vous accueillez encore plus de participants, 400, c'est un record. Comment est-ce qu'on assure la sécurité d'autant de monde, à la fois dans l'eau et sur terre? C'est une longue préparation qui se fait en amont de cette course avec la direction polynésienne des affaires maritimes. Donc on est en étroite collaboration avec la DEPAM depuis plusieurs mois, depuis qu'on a la date dans le calendrier. Donc concrètement, il y a une vingtaine d'embarcations qui vont assurer la sécurité avec des bénévoles qui sont BNSSA, donc des sauveteurs aquatiques. On a de la chance d'avoir aussi des membres de la Water Patrol de Tiaopo sur des jet skis. Donc on met tout en jeu pour assurer la sécurité des participants. La sécurité. Rapidement, Jérôme, l'année dernière, il y avait eu énormément de haramous qui avaient un peu perturbé la course, les athlètes. Il y avait même un voilier qui était venu heurter le Tawati Ferry, c'était assez impressionnant. Est-ce qu'on connaît les conditions météo prévues pour dimanche? Il y aura un petit peu de vent d'est cette fois-ci. L'année dernière, c'était un vent de sud, donc qui est beaucoup plus gênant dans les baies. Les baies sont abritées avec le vent d'est. Il y aura un petit peu de vent d'est, mais ils annoncent du beau temps, donc des conditions idéales pour le déroulement de la course. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu sur le plateau de TNTV ce soir. Et on continue de parler sport avec cette première au Fénois, l'organisation d'un tournoi interlycée de bras de fer. La discipline a réuni 4 établissements au sein du lycée de Mahina, soit une soixantaine d'athlètes prêts à en découdre. Désiré Teivao a assisté à l'événement. Regardez. Un duel au sommet dans la catégorie des moins de 70 kg. Dans cette finale, l'ombre à gauche, Keanu Kadusto du lycée de Mahina prend le dessus sur Manoa Oberlin du lycée Diadème. Au-delà de la victoire, les deux lycéens ont avant tout pris beaucoup de plaisir. J'aime bien, c'est un bon passe-temps. Quand tu tiens la main de l'autre, pour évaluer sa force et tout. Je viens de gagner la première place, bras gauche. Mais objectif, gagner bras droit aussi. Franchement, c'est sympa. Je pensais pas que c'était aussi développé que ça, tu vois. Genre, je me suis dit, c'est une petite salle, on est 2-3 par-ci par-là, mais non, au final, c'est top. Franchement, il était très fort. Malgré que ce soit mon bras faible, il m'a quand même bien eu. Je suis quand même arrivé deuxième. Ce premier tournoi interlycée était notamment encadré par l'association Tahiti Arm Wrestling. Elle compte parmi ses membres des champions de France de la discipline comme Eriatara Ratia, Tauratea Teua ou encore Tepa Teuru. Au travers de cette compétition, les Ferris espèrent détecter de potentiels talents. C'est de bon augure pour la suite et oui, c'est dans un esprit de découverte aussi, repérer des pépites et puis l'avenir du bras de fer polynésien. Et il y a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, il y a un élève d'ici qui s'appelle Terei Aveuru qui s'est bien illustré lors des championnats de France en mars dernier. Il est arrivé vice-champion dans sa catégorie junior espoir, il me semble. Voilà. Devant l'engouement suscité par ce premier tournoi interlycée, l'Union du sport scolaire polynésien compte bien reconduire cette compétition l'année prochaine. Et nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. À suivre, l'émission de 0 à 100 km/h. À 19h30, retrouvez un nouveau numéro de la collection Artistes du Fénois consacré à DJ Armello. Enfin, à 20h, 2 épisodes de la série Damages. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.